Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Livre Adventure TV. Et aujourd'hui, je voulais continuer l'aventure Hades où demeurent les défunts de Jamie Thompson. C'est aux éditions Alconost, la série Vulcanverse, Forge divine. Petite information si vous l'ignorez, l'ensemble des volumes, sauf peut-être le dernier, le cinquième, sont déjà traduits en français. Malheureusement, Alconas s'est déjà engagé sur d'autres livraisons qui ne sont pas encore réalisées et ils ont eu peut-être un peu les yeux plus gros que le ventre. Et peut-être qu'il va nous falloir attendre quelques temps pour avoir la version française des 3 derniers volumes de Forge Divine, mais sachez que ça arrivera. Pour moi, c'est l'essentiel, on est sûr que ça arrivera un jour, c'est ça qui compte. Alors, pour qu'un aventurier fasse bien son boulot, il faut qu'il soit bien équipé. Donc je me suis imprimé la carte en A3, en couleur, qui je rappelle est contenue dans ce petit livret qui était livré avec la version Ulule de ce Forge Divine, et ma foi c'est assez pratique. Donc on peut avoir, comme vous pouvez le constater, le monde d'Hadès en plus gros plan. Donc je rappelle que notre coffre-fort entre guillemets est au Palais des Défunts par ici. Et puis jusqu'à présent sur mon premier essai, on s'est baladé par ici. J'ai croisé l'ancien champ de bataille. J'ai, je pense, traversé le delta mélanin par ici. Et puis, mon essai s'est arrêté court, mais j'ai trouvé ça quand même super intéressant, avec des règles assez simples, accessibles et fluides. Alors, concernant la fluidité, je me suis équipé de mon carnet de notes, sachant que moi, mon point faible, c'est que je ne prends pas de notes, parce que j'aime bien que les parties, que ce soit de jeux de société ou de livres dans l'euro, soient fluides, rapides, et qu'il n'y ait pas de temps mort. Il est clair que pour jouer à Fablelands ou à Forge Divine, malheureusement, il faut prendre un maximum de notes. Donc je vais essayer de m'améliorer sur ce point. Je me suis également imprimé la feuille de personnage en grand. Je rappelle que j'ai +1 en ingéniosité, que j'ai 1 point de gloire. Je pense que je vais avoir une cicatrice. Ma divinité, c'est Athéna. Ce qui est intéressant également sur ce livret Abax, c'est que vous avez les paragraphes qui ont une case à cocher. Donc lorsque vous êtes obligé malheureusement de tout recommencer à zéro et que vous devez chercher dans le livre toutes les cases à cocher, eh bien c'est un peu délicat. Si vous les avez notées en double sur cette feuille, ça peut être beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un gros point fort. Autre chose contenue dans ce livret Abax, donc on a les faveurs et disgrâces. Pour l'instant, je n'en ai aucune. Les bénédictions, les malédictions. De l'autre côté, j'ai les possessions stockées dans les différents livres. Pour l'instant, j'en suis pas là. Et puis les codes. Alors les codes, pour l'instant, j'en ai qu'un, c'est négoce. Et il y a de quoi faire. J'espère arriver au bout des 12 travaux. Voilà, si ça vous intéresse de passer un petit moment en ma compagnie, eh bien, je vous donne rendez-vous après le générique pour la reprise de cette aventure. Vous vous tenez dans un des caveaux sacrés d'Héphaïstos, celui de l'Hadès, lieu entre la vie et la mort. Béni d'Héphaïstos en personne. Des colonnes étincelantes soutiennent la voûte, linceul noir constellé d'étoiles scintillantes. Le sol de marbre foncé exhibe de mosaïques rouges complexes entortillées comme des rivières de lave. Vous avancez prudemment, car cela vous semble trop irréel, comme si vous alliez vous enfoncer dans un torrent de roches en fusion. Tout autour de vous s'avancent des richesses inimaginables, pièces, bijoux en argent et en or, armures, armes, poteries. Pourtant, tout cela reste intangible, hors d'atteinte, impossible de prendre quoi que ce soit, malgré tous vos efforts, hormis ce que vous aurez laissé ici. Vous pouvez récupérer les pierres et les objets que vous avez stockés ici, ou au contraire les confier à ces murs solides. Il vous suffit de transférer les éléments choisis de votre inventaire à la case ci-dessous ou inversement. Attention, vous ne pouvez pas laisser le sceptre d'Agamemnon ici. Donc voici le caveau sacré de l'Hadès. Donc quand vous revenez à la vie, les possessions stockées subsistent, mais vous perdez tout votre argent et les objets inscrits sur votre feuille d'aventure, à l'exception du sceptre d'Agamemnon.
cet artefact vous suivra même dans le trépas. Si vous êtes vivant, allez à 555. Si vous venez de revenir à la vie, allez au 666. Donc là encore, un point fort du système de forge divine, à savoir que sur un certain nombre d'essais, on ne va pas être obligé de refaire tout le début, puisque vous savez que la redondance de la lecture des paragraphes peut être un défaut quand même des livres dont vous êtes les héros, ou un point fort peut-être selon certains points de vue, mais enfin du mien un défaut. Et là, ça permet d'avoir une espèce de point de sauvegarde qui va vous permettre eh bien, de reprendre. Donc on conserve les codes, hein, si j'ai bien suivi. Donc moi, le seul code que j'ai, eh bien, c'est négoce. Et puis, par contre, on perd tout ce qu'on a par ailleurs. Donc j'avais juste une tarte et du vinaigre, donc j'ai pas perdu grand-chose, je pense. Alors, on va se rendre au paragraphe concerné. Donc ces livres sont un petit peu plus difficiles à lire parce que pour les faire tenir ouverts devant la caméra. 666, le chiffre. Nul ne peut arpenter le royaume des morts sans en recevoir les stigmates. Une nouvelle cicatrice vous marque le corps. Où souhaites-tu aller siffle une voix dans votre esprit. Alors je peux retourner dans l'Hadès, et dans ces cas-là, il faut aller au 500. Alors les cicatrices, eh bien, c'est une partie de la feuille de personnage. Il est indiqué dans les règles que plus on a de cicatrices, ça peut être un point fort ou un point faible. On peut impressionner nos interlocuteurs, mais je suppose qu'à partir d'un certain nombre de cicatrices, eh bien, ça va nous poser peut-être plus de problèmes qu'en résoudre. Rendez-vous au 500. Un éclair jaillit. Vous retrouvez de nouveau à l'entrée de l'Hadès. Lancez un dé. Alors, sur 1 à 3, je peux aller à la porte de l'ivoire. 4 à 6, la porte des larmes. Alors, je voudrais jeter un œil sur mon plan que voici. Alors, la porte d'ivoire se situe ici. Et la porte des larmes, que je ne connais pas du tout, ce premier jet de dé, ça sera un 1. Vous ne le voyez pas. Donc, la porte d'ivoire. Sauf erreur, je suis déjà passé par cette porte. Vous vous tenez devant la porte d'ivoire, un des deux passages vers l'Hadès. Ce portique colossal d'os blanc arbore de nombreuses sculptures d'hommes, de monstres et de phénomènes magiques, toutes vivantes, animées par les pouvoirs des enfers. Des guerriers mènent d'antiques batailles, des héros terrassent de viles créatures, des pères et mères pleurent la mort de leurs filles. Des scènes tragiques et des contes épiques divins se jouent sur les énormes battants. On a bâti un chenil impressionnant à côté, abri du puissant gardien de l'au-delà. Cerbère, le chien à 3 têtes, veille au grain. Cependant, tout comme son maître, il dort pour le moment. Vous observez son souffle soulever un nuage toxique tandis que ses ronflements font trembler son antre. Tant mieux qu'il ne s'oppose pas à vous. Où irez-vous ensuite? Alors, les monts Boré au nord, pourquoi pas. Suivre la voie sacrée au nord-ouest, c'est ce que j'avais fait, il me semble. Visiter Héphaïstopolis à l'est, on va pour l'instant pas y retourner. À Héphaïstopolis, je n'ai pas le livre. Héphaïstopolis, c'est le 5e volume, et je pense l'antre du méchant. Donc je ne vais pas pouvoir retourner à Héphaïstopolis. Bien sûr, partir vers l'Achéron au sud, vous enfoncer dans les montagnes à l'ouest, tracer votre destin à l'est. Bon, je vais visiter pour l'instant les monts Boré au nord. Alors les monts Boré, c'est également un autre volume. Ok, je m'emmêle les pinceaux. Donc je vais plutôt aller à l'est, au 713. Alors si je vais à l'est, je pense que je vais retourner vers le palais de l'Hadès, mais je vais essayer d'explorer dans cette direction. Moi, je préfère avoir tous les volumes d'un coup, si vous voulez, donc explorer les monts Boré, j'aurais voulu avoir le livre, mais bon, voilà, c'est du travail, tout ça, donc je ne leur jette pas la pierre. Alors, si vous possédez le sceptre d'Agamemnon, lancez un dé. Si vous obtenez un ou deux, allez au 627. Autrement, continuez votre lecture. Vous voilà à l'extrême nord de l'Hadès. D'incroyables montagnes, véritables colonnes célestes, s'élèvent au-dessus des enfers. À l'est, les splendides murailles cyclopéennes d'Héphaïstopolis caressent le firmament.
Vous distinguez une sorte de portail gigantesque à l'ouest, passage entre ce royaume et celui des vivants. Le voile de mort, tout autour de l'au-delà, vous barre l'accès au Boré, car seuls 2 chemins existent pour aller et venir en Hadès. Peut-être a-t-on tracé d'autres routes, mais celle-ci reste encore à découvrir. Vous voyez une trappe de fer dans le sol près de l'enceinte de la ville. Partir pour le portail, vous approchez de la trappe, suivre la muraille vers le sud. Je vais m'approcher de la trappe en 775. La solide trappe est verrouillée par une impressionnante serrure. Si vous possédez une clé de fer, allez au 470. Autrement, vous n'avez rien à faire ici. Alors, je vais essayer donc de faire du coupage pour ne pas vous faire perdre trop de temps, sauf sur celui-ci, avec les notes que je prends, parce que c'est gaspillé. Donc, trappe en fer. Mais je n'ai rien à faire ici. Alors, ensuite, voir la porte d'ivoire au pied des montagnes, longer la muraille vers le sud. Je vais quand même regarder la porte d'ivoire au 454. Alors, je retourne au 454. Donc je vais cette fois-ci partir vers l'Achéron au sud. Si vous avez déjà coché la case ci-dessus, allez immédiatement au 657. Immédiatement au 657. Donc c'est à cet endroit que j'avais croisé 2 personnes qui se battaient pour passer et j'avais pu régler une tarte, si ma mémoire est bonne. Le livre est tellement épais qu'on perd un petit peu. Un pont relie ici les 2 rives de l'Achéron. Beaucoup d'âmes passent par là. Lancez un dé pour savoir si quelque chose d'intéressant vous tombe dans les bras. Alors je lance un dé. 4. Eh bien j'ai récupéré ma tarte véreuse. Depuis le pont sur l'Achéron, vous pouvez traverser les plaines jusqu'à la porte d'Ivoire au nord. Non. Battre la campagne à l'ouest, c'est ce que je vais faire, je pense. Non, plutôt à l'est, mettre le cap à l'est, atteindre la nécropole au sud, ou longer le fleuve par le sud. Alors, est-ce que je n'explorerai pas la nécropole qui se trouve à proximité? Allez. Effacez les codes plantés, purs et pinot si vous en possédez un ou plusieurs. Vous mettez les pieds dans une nécropole tentaculaire, la cité des morts, capitale de cette ère obscure. Au centre, une seule et unique colline constellée de tombes domine les environs à l'image d'un monument funéraire. Le palais des défunts se dresse au sommet, ancienne résidence d'Hadès et Perséphone. Aujourd'hui, les dieux dorment d'un sommeil profond. Tout autour de la butte, des sortes de complexes de tombeaux et bâtisses s'étendent telle une banlieue banale. Les spectres hantent les rues le soir à la recherche de leurs souvenirs perdus. Ce que j'ai déjà fait, atteindre le pont au nord-ouest, marcher vers le nord-est, reprendre la route au sud-est, tracer votre destin au sud-ouest. Ok. Donc là, on arrive à la ville. La nécropole, c'est la ville avec le palais des défunts. Je me repère encore parce que ça fait 3 semaines que j'ai fait mon premier essai. Ça doit vous paraître évident, mais pas pour moi. Donc je vais reprendre la route au sud-est. Vous longez le Styx. Je peux continuer vers le nord, partir vers la cité des morts, suivre le fleuve au sud, escalader les montagnes au nord-est, traverser les landes à l'ouest, explorer les terres au sud-ouest, errer entre le Styx et le Phlegéton au sud-est. Alors le Phlegéton, c'est le fleuve en jaune enfin le fleuve. Un fleuve de lave, je suppose. Donc je vais errer dans ce coin pour voir s'il s'y cacherait pas quelque chose. Devant vous s'étendent les plaines entre 2 fleuves ou la Mésopotamie de l'au-delà, comme on la surnomme parfois. Or, vous ne trouverez ni grande cité, ni civilisation glorieuse en ces régions, seulement des fantômes errants. Au nord-ouest s'écoulent les eaux visqueuses du Styx. Au sud brûle le Phlegéton, la rivière ardente. La fumée et les flammes lèchent le ciel. Vous apercevez un spectre assis devant un chevalet et une grande toile. Un artiste ici en Hadès, mais je vais bien sûr parler au peintre. Jouissez du titre marchand d'art arcadien, allez sans tarder au 265. Si vous avez déjà acquis le code peindre, allez immédiatement au 528. Si vous avez le napalm, au 607. Autrement, continuez votre lecture. Un fantôme en tablier de peintre est assis devant une toile blanche, le regard perdu sur les courants ardents du Phlegéton, dont les flots embrasés crachent une lueur rouge dans la grisaille ambiante.
Le rivage est bien trop chaud et calciné pour la végétation. Néanmoins, des peupliers pâles poussent un peu plus loin, leurs troncs osseux pris dans une lumière cramoisie. Sur la droite, au confluent du Styx et du Flégéton, des nuages de vapeur couleur rubis champignonnent. Nulle part ailleurs, dans ce monde comme dans un autre, ne verrait-on un tel spectacle, ce paysage apocalyptique au ton absolument unique. L'artiste, jusqu'alors tourné vers le ciel, vous remarque enfin. Oh, bonjour, vous salue-t-il en vous toisant de pied en cap. Ma foi, tu sembles bien en vie, toi. Et oui, qui es-tu? Appelle, répond-il fièrement en bombant en sortant son torse éthéré. Qui ça? Comment ça? Qui ça? N'a donc jamais entendu parler d'Appel, un des plus illustres peintres de toute l'histoire des vertes prairies arcadiennes? Non. Peu. Barbare ignorant, marmonne-t-il avant de vous montrer sa palette. Enfin, ça n'a plus d'importance. Je n'ai plus de couleur. Depuis des lustres, impossible d'en dégoter dans le coin. Ça fait des années que je n'ai plus touché une toile. La vue est époustouflante, faites-vous alors remarquer. Justement, ça serait l'une de mes plus belles œuvres. Je n'en aurais pas par hasard, si vous désirez lui donner une boîte de peinture, allez au 55. Autrement, allez au 186. À prononcer, pardon. Boîte de peinture. Alors, autrement, allez au 186. Notez le code Napalm. Tu ne pourrais pas m'en procurer à tout hasard? Vous demande Appel. Une toute petite boîte de peinture me remplirait de bonheur. Tu sais quoi, si tu acceptes, je ferai ton portrait. Il lève le pouce pour vous mesurer. Une âme si brave fera un excellent modèle. Vous lui répondez que vous verrez ce que vous pourrez faire. Merci mille fois, dépêche-toi, file comme le vent et tout ça. Autant ne pas rester ici pour l'heure. Alors, je vais noter le code si vous êtes d'accord. Hop. Alors, le code Napalm permettra d'avoir un portrait. Je note le côté humoristique. Je ne prends pas au sérieux. J'aime bien le style, honnêtement. J'aime bien le style très sérieux. J'aime bien le style mi-humoristique, mi-sérieux. Et par contre, le style uniquement humoristique, comme le donjon de Nabelbog, je ne suis pas excessivement fan. Les goûts et les couleurs, hein, chacun ses choix. Alors, je peux continuer mon destin au nord, continuer mon périple à l'ouest, vous aventurer au sud-ouest, partir vers le Flégéton au sud, marcher au sud-est. Je vais partir vers le Flégéton au sud. Si vous avez le code Natron, allez immédiatement au 426. Dans le cas contraire, continuez votre lecture. Alors, est-ce que je ne noterai pas qu'au 169, il faut le code Natron? Écoutez, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Plutôt si, je vais le faire. Alors, comment je vais noter ça? Parce que si vous notez le numéro de paragraphe, ça ne va pas tellement vous renseigner où est-ce qu'il faut aller. Donc, au Flégéton, le code. Le Flégéton, fleuve de flammes et de feu grégeois. Des nuages de fumée noire s'élèvent à la surface ardente. À l'ouest, il s'enfonce sous terre après avoir épousé le Styx dans un confluent de hauts champignons vaporeux sombres. Il rejoint également les tréfonds à l'est, sans doute vers les racines du grand volcan de Thanatos, crachant sa noirceur à l'horizon. Seule cette courte partie du torrent serpente à la surface. On raconte que rien d'autre ne vit dans ce torrent hormis Floniate, démon des flammes de l'Hadès, celui qui se repaît de feu et dont la panse déborde d'enfer. Si vous avez noté le code querelle, allez au 22, sinon au 785. La chaleur qui se dégage du fleuve vous brûlera sur place si vous ne gardez pas vos distances. Même d'ici, c'est insupportable. Vous suez une main levée devant les visages dans l'espoir de vous protéger de cette fournaise. En revanche, vous voyez des gemmes de lave flotter dans les eaux. Certaines volent jusqu'à la berge quand elles sont prises dans les geysers de flammes. Des langues de feu giclent également sur le rivage. Pour tenter d'attraper une de ces gemmes, allez au 44, sinon vous ne pourrez pas faire grand-chose ici. Je vais bien sûr tenter
Malgré la chaleur qui vous brûle la peau, vous fouillez le bord de la rivière dans l'espoir de mettre la main sur une gemme de lave. Vous parvenez à vous approcher assez près pour en attraper une. Tentez un jet de grâce avec une difficulté. Eh bien, c'est raté. On va voir ce que ça donne. Échec, allez en 734. Vous ramassez une gemme de lave, une bulle de magma éclate et vous éclabousse. Vous subissez une brûlure atroce. Si la case brûlure est déjà cochée, vous mourrez dans d'infâmes souffrances, consumé par le feu liquide. Allez au 111. Sinon, cochez-la et continuez votre lecture. Libre à vous de chercher d'autres pierres au 787 ou de laisser derrière vous les torrents ardents. Alors, j'ai acquis une gemme de lave au prix d'une blessure. Donc, je rappelle que la blessure va me procurer un -1 à tout lancer de caractéristiques. Pour l'instant, tant que je ne l'aurai pas soigné. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de médecin. Alors, je peux fendre les terres au nord, voir le confluent du Styx et du Flégéton à l'ouest, prendre la direction de l'est, c'est ce que je vais faire, ou alors m'aventurer dans les marécages au sud. J'irai plus tard au sud, pour l'instant je vais continuer. Si vous possédez le sceptre d'Agamemnon, lancez un dé. Vous fendez les terres assombries de l'Hadès, la masse du volcan de Thanatos, incarnation de la mort, se profile à l'est. À l'ouest, vous distinguez les fumerolles des poisses. D'épais nuages de fumée et de vapeur barrent l'horizon au nord, probablement le fleuve ardent. Il pleut des cendres, les rebuts d'éruption ou les restes de cadavres incinérés. Un tumulus, probablement une butte funéraire, s'élève non loin de vous, fendu d'une entrée à colonne. Alors je peux inspecter le tumulus, ce que je vais évidemment faire au 249 sans même prendre... je vois un lac, non mais je vais évidemment explorer le tumulus au 200. Si vous avez noté le code nonchalant, allez au 542. Dans le cas contraire, continuez votre lecture. Vous approchez du tombeau. 2 colonnes cariatides soutiennent le fronton. 2 automates de bronze, semble-t-il. Une frise y dépeint un être ailé prêt à s'envoler vers le soleil. Hermès, peut-être. La porte de pierre gît en miettes. Les ténèbres ouvrent grand la gueule pour vous. Alors, je suppose qu'on est bien obligé d'explorer lors de nos... Vous avancez dans les ombres. Une torche plantée dans un socle mural éclaire la voie d'une faible lueur. La flamme vacillante révèle le portique du tombeau. Une torche embrasée peut-être, dans un lieu supposé désert. Vous octez en remarquant un corps étendu par terre, mais le bougre est mort il y a fort longtemps. Les restes squelettiques d'un compère aventurier, peut-être. Il manque la tête. Cependant, son doigt désigne une inscription sanglante au mur. Ce sont les cryptes obscures. Fuis, pauvre fou. Avancez vaille que vaille. Ma curiosité me joue tout le temps de vilain. Si vous avez déjà coché la case ci-dessus, allez immédiatement au 87. Sinon, cochez-la et continuez votre lecture. Alors, je vais cocher la 439 au dos de ma feuille de personnage. Vous vous enfoncez plus profondément dans les cryptes. Des torches au mur éclairent le chemin. Une arche se dessine dans la pénombre. Une frise sur le pan supérieur décrit un jeune homme en pleine prothésis. La toilette mortuaire avant les funérailles. Vous franchissez le seuil. Si vous possédez une chouette mécanique, allez au 303. Sinon, dans le cas contraire, au 774. Alors, je vais noter Thanatos. Soudain, un cliquetis. Et des 2 côtés de l'arche surgissent des lames de bronze gravées. Et mortellement acérées. Tentez un jet de grâce d'une difficulté de 8. Sachant que j'ai -1. C'est une réussite critique. Ouf. Alors, réussite, allez au... Vous roulez en avant, les lames vous sifflent juste au-dessus du crâne. Vous repérez la dalle qui active le piège afin de ne plus mettre le pied dessus en repassant dans la mesure où vous en sortirez vivant. Plus loin, la galerie s'ouvre en une sorte d'antichambre. Allez au... Si vous avez déjà coché la case ci-dessus, allez au 184. Sinon, continuez votre... Le 720.
L'antichambre est bien éclairée, elle aussi gardée à l'entrée par 2 statues d'hommes chauves à la panse bien pendue. Un grand couloir court plus loin jusqu'à un espace plus vaste encore. Vous avancez. À noter qu'on ne peut pas reculer, ça m'embête un peu. Si vous possédez une chouette mécanique, allez au 288, sinon ça sera le 349. Vous vous engouffrez dans la galerie. La trappe retombe derrière vous et se verrouille. Le tunnel semble creuser de façon sommaire dans la terre. Il ne s'enfonce pas loin, il dépasse à peine le mur où une autre trappe vous attend. La clé de fer l'ouvre également. Alors je n'ai pas la clé de fer. Alors je vais être obligé de retourner vers l'Hadès. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une entrée vers Héphaïstos. Oui. Ok. Pas la clé de fer. Donc je vais retourner dans l'Hadès. 700. Si vous possédez le sceptre, toujours pas. Alors je suis ressorti. Alors j'ai l'impression que j'ai circulé sous terre. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Alors je vais suivre la muraille vers le sud, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent en 325. La frontière est de l'Hadès se dessine devant vous, à hauteur des murailles cyclopéennes d'Héphaïstopolis. Elle s'élève et s'élève encore, imprenable. Au nord et au sud se dressent des montagnes infranchissables. Vous repérez alors un hôtel, non loin d'une sorte de cabane de chasseurs. La cendre tombe, telle de la neige, dans la grisaille. Le vent siffle entre les cimes pour venir écraser cette neige funèbre contre les murailles, laissant des amas de saleté à leurs pieds. Je peux m'approcher de l'hôtel, examiner le tas de cendres, longer les remparts en direction du nord ou reprendre mon périple à l'ouest. Je vais m'approcher de l'hôtel au 369. Si vous avez noté le code Néo-Artémis, allez au 461, sinon continuez votre tour. Quand vous vous approchez, une porte de la cabane s'ouvre et un fantôme sort du bâtiment. Vous voyez alors que l'hôtel est sculpté dans du chêne ancien, propre et bien entretenu, couvert de fleurs noires et rouges. Le spectre est une femme, vêtue de robe de prêtresse. Bienvenue au sanctuaire d'Artémis, vous salue-t-elle d'une voix vide. Pour t'attirer ses faveurs, tu dois me prouver ta valeur. Donne-moi un arc recourbé et la déesse t'accordera sa protection. Si vous possédez déjà l'objet requis, allez au 706. Ce n'est pas le cas. Je vais noter toujours, je m'excuse pour ces coupes au sud, hôtel des faveurs d'Artémis, arc recourbé. J'ai bien soigner ma blessure, mais comment faire? La frontière est de l'Hadès se dessine devant vous, à hauteur des murailles cyclopéennes d'Hélice. Elle s'élève encore, imprenable. Au nord au sud se dressent des montagnes infranchissables, etc., etc. Je viens de le lire. Je vais examiner le tas de cendres en 608. Si vous avez noté le code nullité mais ne possédez pas la flèche d'or d'Artémis, et si la case ci-dessus est vide, cochez-la et allez immédiatement au 719. Sinon, ne modifiez pas la case et continuez votre lecture. Le vent a créé des monticules de cendres au pied des murailles d'Héphaïstopolis. Certains ont même épousé des formes fabuleuses. Inspectez celui en forme de minotaure, celui en forme de dragon, celui en forme d'humain, ou passez mon chemin. Je vais examiner celui en forme d'humain, puisque je suis un humain. Si vous avez déjà coché la case ci-dessus, allez immédiatement au 41. Sinon, cochez-la. Alors, vous dégagez les cendres pour révéler le corps desséché d'une femme ou d'une enfant. La peau parcheminée s'étire sur le crâne. Ses orbites sans vie semblent fixer le ciel. De longs cheveux roux cascadent sur la dépouille. Ses vêtements abîmés laissent voir une tunique de fourrure. Elle porte des bottes en daim, chose assez inhabituelle chez les Grecs. Une cavalière peut-être. Cependant, un bras recouvert de tatouages et dont la peau a été préservée par l'encre est étalé à ses côtés. Vous le ramassez, ajoutez le bras tatoué à votre inventaire. Vous ne trouvez rien d'autre. Un bras tatoué, qu'est-ce que je vais faire de ça? Pour l'instant, je n'ai toujours pas coché le code. Alors je vais inspecter les autres. Est-ce que c'est une bonne idée? On va le savoir très rapidement. En 6.4, il y a plein de cases à cocher. C'est 38. Alors, en cas de mort définitive, vous serez obligé de décocher toutes ces cases et de recommencer à zéro.
Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc il faut noter, eh bien, ce que vous cochez, ça sera plus facile pour recommencer un essai. Vous balayez ce que vous preniez pour une tête de minotaure. Vous dégagez en fait une petite amphore de vin aux anses en forme de corne. Vous la débouchez. Il s'agit de vinaigre de l'Hadès. Dans l'au-delà, tout l'alcool tourne rapidement. Ajoutez-le à votre inventaire avant d'aller au 608. Vinaigre de l'Hadès. Alors j'avais déjà du vinaigre et je vais inspecter le dernier, donc en forme de dragon, le dernier tas de cendres en forme de dragon. Vous tâtez le tas de cendres en forme de dragon, je dois cocher. Vous tâtez le tas de cendres en forme de dragon, mais comprenez qu'il doit son apparence au hasard. Vous dénichez 3 pierces et une vieille sandale. Vous empochez l'argent et jetez la chaussure. 3 pierces, je suis riche. Je suis 3. Donc ça serait bien que je ne meure pas. Alors est-ce que je ne devrais pas aller stocker tout ça au coffre? Peut-être, parce que l'un des défauts de cette série, c'est peut-être qu'il y a un certain nombre d'allers-retours. Et à partir du moment où il y a des choix, des partis pris sont des défauts. Alors, je vais passer mon chemin au 3. Alors, l'hôtel c'est fait, l'état de cendre c'est fait. Je peux longer les remparts en direction du nord. C'est ce que je vais faire. Alors, je suis à l'extrême nord de l'Hadès et eh bien, écoutez, il va falloir que je retourne au sud. Donc, je vais retourner au 325 et je vais... Est-ce que je peux aller au sud? Il faut d'abord que je passe par l'ouest en passant par le 237. Au pied des collines septentrionales de la cité, les quartiers semblent plus cossus en raison des bains, jardins et avenues pavées de colonnes. Des statues de marbre, de déesses et héroïnes constellent les lieux au milieu de plantes, arbres et fleurs qui ne cèdent pas toutes sous le joug des ronces et buissons d'épines. On aperçoit même d'occasionnelles touches de bleu ou de vert au milieu des noirs funestes, des blancs squelettiques ou du rouge sang auquel vous ont habitué la terre des morts. Selon les critères de l'Hadès, c'est une vraie Arcadie par ici. Vous comprenez alors pourquoi. Une sorte de parc fermé de hauts murs siège dans les environs, fermé par un portail fortifié. D'après un écriteau, il s'agirait du jardin de Perséphone. L'épouse d'Hadès, reine des enfers, passe 6 mois de l'année ici et le restant en Arcadie, car elle est également déesse du printemps et fille de Déméter, la mère des récoltes. Attiré par des voix, vous voyez alors un groupe de spectres assis près d'une fontaine dans un bosquet de peupliers. Alors, ou par ici, en fait je ne sais pas trop pour tout vous dire. Je ne sais pas trop. Alors, je vais tenter d'entrer dans le jardin, m'entretenir avec les ombres, partir vers Héphaïstopolis à l'est. Ouais, je suis bien juste à côté du palais des Défunts. Donc, je n'ai pas été au sud comme je l'escomptais. Je vais m'entretenir avec les ombres en 770. Vous allez à la rencontre de 4 hommes et d'une femme. Leur chef, visiblement assis en cercle parmi les motifs colorés d'un tapis étendu sur le sol glacé. La dame, elle, trône sur une petite chaise. Des verres, amphores et plats sont posés un peu partout. Cependant, vous ne voyez ni boisson ni nourriture. Les spectres semblent concentrés sur le tapis, comme s'ils attendaient quelques rebondissements inespérés. Vous finissez par leur demander ce qui se trame. Bienvenue, vous salue alors la femme. Ses yeux clairs pétillent encore même dans la mort, tout comme son linceul relativement propre. Bienvenue au pique-nique des philosophes. Mais où se trouve le repas? Vous étonnez-vous. Ah, ça c'est bien le problème, se plaint un autre. Vous voyez, c'est une idée de Protagoras, le sophiste, explique-t-elle en désignant le quidam à côté d'elle. Selon lui, tout vient à point, à qui sait attendre. Vous croisez les bras. Un troisième convive, extrêmement âgé, coiffé d'un chapeau et vêtu d'amples robes, intervient alors. Et moi, Xénophane, ai donc proposé que nous mettions sa théorie à l'épreuve et patientons. Vous vous grattez la tête face à cette remarque. Quant à moi, ajoute un quatrième à la longue barbe avec un parchemin sous le bras, Cléante, le stoïque, partage cet avis. Parce que c'est bien de l'attente que nous tirons les leçons et non du résultat. Après que Protagoras ait raison ou tort, cela importe peu. Vous vous passez les mains dans les cheveux en soupirant.
Et moi, Aristippe le Cyrénaïque n'en ai absolument rien à cirer, assure un gros philosophe chauve. Tout ce que je désire, c'est mon goinfrer et boire. Qu'y a-t-il de plus important? Et moi, Aspasie, arbitre de ce colloque en Hadès, est approuvé dans la mesure où nous n'avons rien de mieux à faire et disposons de tout le temps nécessaire. Si vous transportez un panier de pique-nique du Palais du Soleil et désirez l'étaler à leurs pieds, allez au 647. Sinon, allez au 665. Alors, je n'ai pas le panier du pique-nique du Palais du Soleil. Je ne sais pas où se trouve le Palais du Soleil. Alors, jardin de Perséphone, pique-nique des philosophes. Comme en plus je n'ai pas de mémoire, on peut, pas suffisamment en tout cas, les notes sont importantes. Autrement, aller au 160. Les philosophes s'en retournent à leur pique-nique. Ils se remettent vite à se disputer autour d'une question hermétique. Ils haussent le ton. Aspasie doit intervenir pour recentrer le débat. Et le cycle reprend. Vous ne trouvez rien d'autre ici, au pied de la nécropole, près du jardin de Perséphone. Alors, est-ce que je peux marcher dans le jardin? Écoutez, je vais tenter de le faire. 640, peut-être qu'après tout, j'ai le droit. Hein. En tout cas, c'est très bien écrit, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est évidemment très bien traduit et c'est très plaisant pour tout vous dire. Vous arrivez à hauteur du jardin de Perséphone, protégé par de grands murs d'ossements. Il s'avère trop glissant pour les escalader. Un impressionnant portail de marbre blanc aux veinures vertes marque la seule entrée. Le portique exhibe une frise de dryades, nalades, centaures et satyres en train de batifoler dans un paradis arcadien. La porte en fer est décorée de plaques de cuivre vert de gris gravées de protection magique. Il semble fermé, mais vous voyez une serrure. Si vous possédez la clé de Perséphone, allez au 757. Je n'ai pas la clé de Perséphone. Je n'ai rien. Sans cela, hormis en vous catapultant au-dessus de l'enceinte, vous n'entrerez jamais. Allez au 728. Quand vous tournez le dos au jardin, une âme sur un banc à quelques mètres de vous vous hèle. Il te faut la clé. Je n'y aurais jamais pensé. Merci, répondez-vous sur un ton sarcastique. C'était l'ancien jardinier qui l'a gardée, si je me souviens bien, répond l'autre, songeur. Et que lui est-il arrivé? Il s'est fait manger par Polycéphale, le roi des hydres, au cours d'une visite guidée dans le bayou des supplices. Enfin, c'est ce qu'on raconte, conclut-il d'une voix rauque avant de s'éloigner. Vous suivez la route vers le pied des collines. Au nord, le quartier semble mieux entretenu. Des bains et des jardins jalonnent les avenues à colonnes au milieu de statues d'héroïnes et déesses. Près d'une fontaine, sous un bosquet de peupliers blancs, vous voyez un groupe de fantômes en pleine discussion. Alors, donc la clé Perséphone sera utile au jardin de Perséphone et il nous faut trouver, pour cette clé, le roi des hydres Polycéphale. Roi des hydres. Alors, je vais aller vers le Styx au sud, au 330. Vous longez le Styx. Alors, je peux continuer vers le nord, partir vers la cité des morts, suivre le fleuve au sud, escaler les montagnes au nord-est non plus, traverser les landes à l'ouest non plus, explorer les terres au sud-ouest non plus, errer entre le Styx. Alors, je suis déjà passé par là. Je vais suivre le fleuve au sud en allant au 504. Le Styx et le Phlégeton se rejoignent ici. À l'est, la fumée et la vapeur obscurcissent les flots. Des interstices dans les nuages laissent transparaître les jets de flammes. Je peux remonter au nord, m'aventurer dans les poisses au sud, je pense que je vais faire, fendre les terres à l'ouest et rejoindre le pont de la Haine, je suppose, longer le Styx vers le sud-ouest, errer entre les fleuves au nord-est, suivre le Phlégeton vers l'est. Je vais m'aventurer dans les poisses au sud. Si vous avez acquis le tic, oh là là, je commence à bégayer, il va être temps de faire une pause, chers amis lecteurs. Si vous avez acquis le titre Cauchemar d'araignée, allez immédiatement au 88, mais ce n'est pas le cas.
les poisses, bourbiers pestilentiels de vases bouillonnantes et d'eau putride et saumâtre. De fines bandes de gadous compacts tracent des chemins entre les fosses. Des corps flottent à quelques centimètres sous la surface, conservés par cette soupe dégoûtante. Des mal-êtres poussent au milieu de cette glu, à moitié cadavres, à moitié végétaux. Leurs faces grimaçantes vous toisent depuis les troncs noueux. Les branches s'étirent, alourdies de graines semblables à des œufs malsains, presque prêtes à s'écraser sur les noyés en dessous. Vous voyez alors qu'une d'elles est tombée sur un des morts et commence déjà à germer. Vous vous demandez comment donc le marais s'abreuve en cadavre quand l'une des tiges s'agite puis s'approche de vous à l'image d'une main sèche. Heureusement, elle se déplace lentement. Vous esquivez. Cependant, en reculant, vous avez posé le pied sur un des défunts. Il ouvre les yeux, mais ses paupières se referment aussitôt. Quelle horreur! Il vit. Ils sont simplement captifs d'une sorte de sommeil paralytique. Alors, est-ce que je tente de secourir le noyé, de m'aventurer plus loin dans le marais ou de quitter ces lieux infâmes? Je vais tenter de secourir le noyé au 600. Vous hissez le corps sur votre épaule, et les mal-êtres les plus proches poussent immédiatement un cri strident assourdissant. En quelques instants, les arbres se mettent à vibrer, à trembler, et malgré le bourdonnement dans vos oreilles, vous percevez des sifflements inquiétants. Depuis les branches descendent plusieurs araignées énormes, sautant d'arbre en arbre. D'autres de ces bestioles aux pattes plates arrivent à la surface des marécages tels des guéris géants. L'homme vous vomit sur le torse. Les assaillants se rapprochent. Si vous reposiez l'inconnu, peut-être vous laisserait-on tranquille. Ou alors, autant tenter le tout pour le tout et courir le plus vite possible. Je vais essayer, je vais le lâcher. Vous le remettez sous l'eau. Il grogne, tente de se relever, mais il sombre rapidement. De nouveau paralysé, et il restera probablement alimenté par les mal-êtres le temps qu'ils puissent lui planter leurs graines. Si vous avez bien compris leur manège, vous reculez vers un endroit plus ouvert où les arbres deviennent plus rares et les corps absents. Les araignées s'arrêtent. Elles se dispersent vite dans les marécages. Alors je peux m'enfoncer plus profondément dans ces lieux, et effectivement c'est très inquiétant. Vous avez entrepris de visiter un marécage infesté d'araignées, d'arbres anthropophages et plein à craquer de toiles et pièges mortels. Les troncs paraissent plus larges ici, se parent d'une écorce noire et s'entortillent dans tous les sens, comme torturés par leurs protubérances noueuses. Des visages semblent vous faire la grimace dans les bois. Les branches se tendent lentement vers vous dans des craquements et grincements. Plus haut, les frondaisons s'entremêlent en une voûte hermétique plongeant les marais fétides dans l'obscurité. Des toiles unissent les arbres, cependant il ne s'agit pas de fils de soie mais d'une sorte de glu extrêmement collante. Des fruits pendent un peu partout, carcasses ravagées dans un abattoir. De temps à autre, une araignée énorme, de la taille d'un bouclier, sort de la canopée tissée afin de se repaître d'un de ses fruits engorgés. Sous les eaux de part et d'autre du sentier, des corps gisent immergés. Des humains préservés par le liquide ou le venin des araignées qui servent d'engrais aux arbres et aux fruits dont se nourrissent les arachnides, le tout dans une symbiose impie. Vous progressez vers le cœur du marécage, le long d'un chemin boueux plus compact. Un tel sentier offre peu de marge de manœuvre. Avancez vaille que vaille. Écoutez, je suis curieux, mais est-ce que ça ne serait pas de la curiosité vraiment très très mal placée qui me ferait perdre les quelques objets que j'ai pu accumuler? Je vais rebrousser, je vais fiche le camp par tous les enfers au 25. Si vous possédez le sac d'Agamemnon, ce n'est pas le cas. Alors, vous explorez les abords des poisses, la puanteur fétide vous vrille les sinistres, même d'aussi loin. Alors, je ne vais pas m'enfoncer dans le marais. Je peux atteindre le Styx au nord-ouest, filer vers l'ouest, marcher en direction de l'est, ou rejoindre la voie sacrée au sud. Alors,
Alors, est-ce que je ferai un essai à l'est pour aller vers le Cossite ou quelque chose comme ça? Je vais essayer l'est, puisque c'est au début de cet essai que j'essaye. 412. Oula, voici une illustration. Des vents à vous glacer les os balaient cette terre désolée, charriant les cris de désespoir des âmes perdues. Vous marchez péniblement dans les steppes des ténèbres hurlantes. Des vents à vous glacer les os balaient cette terre désolée, charriant les cris de désespoir des âmes perdues à travers les quatre coins du royaume d'Hadès. Des tombes parsèment le paysage à l'image des crocs brisés. Des ombres errent en murmurant dans les ténèbres. Quel lieu solitaire et effrayant. Un sentiment omineux vous empoigne le cœur d'une main horrifique. Alors, omineux, c'est un mot que je ne connaissais pas. Et à 50 ans passés, je ne m'attendais pas à apprendre du vocabulaire dans un livre dont vous êtes l'héros, donc je dis bravo à l'auteur et au traducteur. Au nord et à l'ouest, un miasme vert émeraude écœurant s'élève à l'horizon, sans doute soulevé par quelques marécages brumeux. Au nord-est, un grand volcan fume. La lueur rouge du cratère repousse la luminescence osseuse des cieux infernaux en un halo cramoisi. Vous devinez les contours d'un lac à l'est. La voie sacrée chemine au sud et au-delà des frontières du Creuset, la prison aqueuse d'Océaneuse enserre le monde dans son étreinte éternelle. Vous passez près d'un sanctuaire oublié et de ruines mystérieuses. Alors, chers amis, je vais faire une petite pause, quelques instants pour vous, mais pour moi, le temps de recharger mon micro ou de changer de micro, parce que j'en ai deux. Et je trouve, à l'occasion de cette pause, que ce parcours dans l'Hadès est vraiment dépaysant. Il y a de nombreuses descriptions, du vocabulaire relevé et intéressant, et je dois avouer que c'est très dépaysant. Je suis dans mon salon pour l'instant, mais pour quelques heures, je suis dans l'Hadès. A tout de suite.